Salut les devins, c'est Saikyo. On va se parler aujourd'hui du chapitre numéro 77 de Boruto et de ses ramifications. Comme vous le savez très bien, durant les semaines qui ont suivi la sortie de ce chapitre-là, j'étais malade, etc. J'ai pas pu couvrir le chapitre comme d'habitude en vidéo, si ce n'est la vidéo toute récente sur Himawari, qui pourrait potentiellement être la nouvelle hôte de Kyuubi. Je vous mets le lien de la vidéo ultra détaillé de tout cela en commentaire, parce que là, dit comme ça peut paraître assez farfelu. Et du coup, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une sorte de récap de tous les points que j'ai pu soulever. Alors, ils n'allaient pas tous devenir des vidéos un par un, mais je comptais les séparer en plusieurs vidéos un peu plus détaillées. Mais vu que le chapitre 78 est à portée de main, il sortira le 20 février 2023. Les leaks ne vont pas tarder à arriver. Mon résumé complet en français comme d'habitude dans les délais habituels sur la chaîne, avec en nouveauté ce mois-ci de belles surprises pour les membres de l'ombre de la chaîne. Je me suis dit que vous proposer un récap de tout ce que je peux entrevoir et de tout ce qui m'a paru important du chapitre 77, hormis le cas Himawari, je l'ai déjà traité dans une vidéo séparée, eh bien me paraît aujourd'hui plus que pertinent et on pourra alors rebondir efficacement dessus une fois que le chapitre 78 sera dispo. Je vais vous partager tout cela point par point et sachez qu'il y aura une plus grosse emphase, une réelle asymétrie dans la vidéo en faveur du cas de Kawaki, Naruto et Hinata. En fin de vidéo, vous allez voir, c'est pas pour que vous restiez plus longtemps sur la vidéo, c'est juste que je vais faire par ordre chronologique du chapitre. Je sais grâce à un abonné commun qui s'appelle Cyril que le frérot Darkoz a sorti une vidéo sur le cas de Kawaki. Elle est toute fraîche aussi de son côté, donc si jamais il y a des ressemblances entre nos deux contenus, ça serait totalement fortuit. J'irai voir sa vidéo après avoir posté celle-ci, comme ça tout est clair, tout est net, tout est précis. Je vous mettrai d'ailleurs un petit lien en description vers sa propre vidéo, ça peut être cool. Alors, première chose qui m'a fait tilter du chapitre, c'est le fait que Momoshiki prépare quelque chose selon Kawaki. Il est tapis dans l'ombre au sein des entrailles de Boruto, et il ne sort pas face à Kawaki. Est-ce qu'il ne le peut pas techniquement, ou est-ce qu'il ne le veut pas à cet instant pour pousser Kawaki à bout? Pourquoi pas, là c'est une idée parmi tant d'autres, est-ce que Momoshiki aurait envie que Kawaki tente une nouvelle fois d'assassiner Boruto? Sauf que cette fois-ci, ça va être une autre limonade. On verra bien. En tout cas, j'ai l'impression que Momoshiki a refusé cette confrontation pour en accorder une à Kawaki ultérieurement, dans laquelle Kawaki sera dans une position de faiblesse, contrairement au chapitre 77. Dès le début du chapitre, on peut aussi comprendre, de par les dialogues, que si Kawaki va sceller Naruto, même s'il ne détaille pas ses plans au début, on le constatera qu'à la fin, mais ses intentions sont révélées, c'est pour ne pas avoir à refaire affaire au visage de Naruto suite à la mort de son fils, de manière similaire à la première fois dans la forêt, comme le mentionne Shikamaru. Kawaki va appuyer cela et fera comprendre qu'il fait tout pour ne pas revivre ça, mais il doit tuer Boruto. Il veut ensuite aussi tuer les Otsutsuki, puis le discours de Kawaki sous-entend que si Naruto le tue ensuite, ça ne sera plus un problème. Et j'ai même la sensation que Kawaki voudrait se faire tuer très très vite par Naruto, un acte de vengeance ou quoi, de colère, etc. bien sûr par rapport à l'assassinat de son fils, plutôt que de errer dans ce monde ninja avec ce remords, ce regret, cette impossibilité de regarder Naruto droit dans les yeux. C'est comme si Kawaki voulait faire en sorte que la dernière fois où il croisera le regard de Naruto, ça sera au moment où le 7e Hokage le tuera. Avant, cela lui est totalement insupportable. La psychologie de Kawaki est donc développée ici. Alors une fois que Kawaki va s'absenter pour aller justement voir Naruto et l'écarter de cette situation, Boruto arrive à ressentir la présence de Kawaki mais pas son emplacement spécifique. Il me semblait que lors de l'escapade précédente de Kawaki, il faudra peut-être que j'aille relire, mais dans ma mémoire, il me semblait qu'il arrivait à diriger les forces de Konoha directement dans la bonne direction dans la forêt. Et je pense que Kawaki a déjà eu quelques power-up et que celui-ci est encore plus acté à la fin du chapitre. Je suis obligé de faire un coup d'avance rapide sur le chapitre pour aller directement à la fin. Quand vous voyez son œil s'activer, que l'on a surnommé entre nous le Dharmagan, vous vous rendez compte que le nombre de branches de cette roue du Dharma a augmenté, signe forcément de power-up. Ça pourrait donc expliquer, retournons au début du chapitre, le fait qu'il arrive à masquer encore plus facilement sa position exacte, même si au final sa présence est quand même palpable pour Boruto vu qu'il y a une forme de résonance des Kama. Du côté de Hada, j'ai aussi apprécié la réflexion de Konohamaru et Mitsuki sur son pouvoir de charme. Mitsuki semble avoir compris quelque chose qui n'est pas détaillé, ou alors il est peut-être sur une piste assez intéressante, et en même temps au-delà de ça, j'ai senti comme si une émotion nous était transmise par le visage de Mitsuki, à savoir une forme de reproche, et de reproche envers lui-même, comme si Mitsuki pouvait aussi se sentir inutile. La lune et le soleil s'alternent et s'épaulent au niveau des tâches qu'ils opèrent sur notre propre planète, la Terre, et j'ai l'impression que cette fois-ci, Mitsuki, la lune donc, n'est pas là et est en totale incapacité d'aider son propre soleil. Alors ça viendra plus tard d'une manière ou d'une autre, on a vu la vision de Boruto, mais pour le moment, il en est fortement dérangé. Toujours du côté de Hada, je me suis aussi arrêté du côté de sa menace envers Boruto, et plus particulièrement sur l'aspect docile de Boruto. Ça le change par rapport à ses débuts, il y a une forte évolution dans l'écriture du personnage,
qui s'est faite tout en douceur. Il va même suivre les ordres de Shikamaru à la lettre. Boruto prend ici très à cœur son rôle de ninja. Ça fait écho directement au premier épisode, au premier chapitre, lorsqu'il disait qu'après tout, il était toujours un ninja. De l'autre côté du miroir, on a Kawaki qui, lui, est en train d'acter son rôle de paria, de personnage mis sur le côté, mais qui est bien loin d'être délaissé scénaristiquement. C'est d'ailleurs aussi intéressant de faire le parallèle par rapport à ce premier chapitre et premier épisode de Boruto, car Kawaki dira, mot pour mot, que les ninjas meurent. En gros, ils sont faits pour mourir. Si l'on remet tout ça dans son contexte, Kawaki qui scelle ou tue Naruto, on verra bien ce qu'il se passe plus tard et on va en reparler un petit peu en fin de vidéo. Kawaki qui veut tuer Boruto et qui en quelque sorte l'a déjà fait, cliniquement Boruto a été mort. Il considère maintenant que les ninjas sont faits pour mourir et Boruto, lui on le voit, est en train de suivre le bon chemin du ninja jusqu'à ce qu'il soit jeune adulte et dira qu'il l'est toujours après tout, faisant face à Kawaki au sommet d'une Konoha totalement détruite. Ce parallèle m'a beaucoup marqué et j'aime beaucoup cette construction. Je remarque aussi que l'on voit de nouveau très clairement la stèle Otsutsuki abîmée. C'est passé assez inaperçu, mais on la voit dans le chapitre 77 encore. Est-ce que c'est lié à Shibai, son acolyte, etc. Difficile à dire, ça peut être aussi lié au cas de Amado. Ça aurait été plutôt un sujet pour le chapitre 76 voire 75 de mémoire, mais en réalité on ne sait pas. Ce qu'il y a en Amado, il est peut-être Otsutsuki ou le réceptacle d'un Otsutsuki. Il dit être insensible au charme de Hada, car il se serait modifié lui-même technologiquement les yeux, mais ça on n'en a pas eu la preuve formelle. Par contre on sait très bien que les Otsutsuki, génétiquement ou de naissance, en sont immunisés. Boruto, Kawaki, les vrais Otsutsuki, le charme de Hada, ils s'en foutent. C'est quand même étrange que Amado, lui aussi, soit mis à l'écart de ça. Il connaît trop de choses de manière générale sur les Otsutsuki, et à chaque fois il a toujours les explications. Il a même réussi à renseigner Kashin Koji sur toutes les faiblesses de Jigen, etc. Il a besoin d'un Kama pour ramener sa fille à la vie. Comme si un Kama Otsutsuki, qui est un peuple extraterrestre, pouvait ressusciter une terrienne comme ça tranquillement. Il a mis la main sur le corps de Shibai Otsutsuki, ça c'était l'une de ses dernières révélations. Il a lâché ça dans le plus grand des calmes, c'est quand même assez énorme. Shibai Otsutsuki, dont l'âme a quitté le corps, il a pu le récupérer. Il a pu récupérer cette enveloppe charnelle pour en plus faire ensuite des modifications, Hada, Daemon, etc. Âme de Shibai qui a atteint une nouvelle dimension divine, et ce n'est là qu'une petite partie du CV de Amado qui est déjà assez extraordinaire comme ça, sans compter le fait que Ishiki Jigen ait posé son dévolu sur lui. Enfin, ça fait beaucoup, vraiment beaucoup d'éléments l'accablants. Bon, en tout cas, je vous prépare une belle vidéo sur ce Amado Sanzu. Ça fait un moment qu'elle est en préparation, elle me demande beaucoup de recherches, d'analyses, etc. J'espère qu'elle verra le jour tôt ou tard sur la chaîne. Pour dépasser le sujet Amado et de la stèle Otsutsuki, j'ai trouvé Code nettement plus classe dans ce chapitre-là. Pourtant, c'est le même, il n'a pas power-up ou quoi, mais visuellement et au niveau de son attitude, je trouve qu'il y a de bien meilleurs choix qui sont faits. On nous dit que les clones de Jubi sont au nombre de 1000, voire plus. Ils sont supposés comme très puissants. Je me suis alors demandé si Code ne voudrait pas aussi trouver un autre Jubi. On sait qu'il y en a plusieurs. S'il en trouve un autre, ça voudrait dire qu'il pourra augmenter sa quantité de clones. Je dis cela parce que je pense, et c'est plus ou moins avoué par Code dans le chapitre, qu'il cherche à contourner l'effet de surprise, et au final tombe forcément à l'eau. Hada le voit. Quoi qu'il fasse, elle le saura. Alors, il doit passer par une frappe frontale, mais tellement élevée que même en sachant tout, même en pouvant la prévoir, il serait impossible pour Konoha, le monde ninja, de la stopper. Ce qui ferait écho avec l'état lamentable du village de la feuille dans le tout premier chapitre et épisode. Alors avec ces clones, en quantité énorme, il les appelle d'ailleurs les salissures de griffes, s'il arrive à démultiplier leur puissance et leur nombre, mais avec quelque chose qui dépasse vraiment tout entendement, bien au-delà des Zetsu, des Edo Tensei de la précédente guerre. À côté, cette guerre serait vraiment une blague. Ça fait très cliché, mais ça serait plus qu'efficace. Je donne un exemple vraiment farfelu, mais si le type arrive avec un autre Jubi qu'il a trouvé je ne sais où, celui-ci le laisse intact, il se déchaîne sur Konoha, tandis qu'il y a une armée, et la décomposition d'un autre Jubi, surpuissant, plus de 1000 clones ou je ne sais combien, lui-même avec son limiteur levé, et 2-3 autres surprises dans son sac, ça peut frapper très très fort. Même si Hada dévoile absolument toutes les composantes de cette attaque, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut s'en sortir. En parlant de clichés, on en a eu un autre, mais cette fois-ci sur l'aspect plutôt humoristique concernant Daemon et Boruto. Je trouve que le scénariste appuie bien les dialogues sur le fait que Daemon n'a trouvé personne de fort ou d'inquiétant. Cela bien sûr avant qu'il tombe sur Imamari. C'est pour ça qu'en réponse, Boruto va lui promettre Naruto ou Sasuke. Mais Daemon va sentir quelqu'un d'autre correspondant à cette définition-là et peut-être même à ses propres attentes. Parce qu'on a l'impression que Daemon s'ennuie. Alors à nouveau, je vous laisse le soin, si ce n'est pas déjà fait, de prendre connaissance de ma dernière vidéo en date concernant Imawari et Kyuubi, ce potentiel que Daemon aurait pu ressentir en elle, mais j'ai trouvé cette phase d'humour Daemon-Boruto assez efficace au final. C'est alors que nous est proposé une scène franchement mignonne de mari et femme, Naruto et Hinata. Elle a été coupée, je trouve, bien trop vite, alors forcément c'est pour nous mettre dans le bain, nous frustrer, et c'est réussi en ce sens-là.
mais je ne pouvais pas m'empêcher de vouloir en voir un petit peu plus. C'est tellement rare ces moments assez simples et intimes de Naruto et Hinata que les voir évoluer ainsi, même le temps de quelques pages, m'a fait chaud au cœur. En tout cas, même si un bon repas chaud allait être servi, ils n'auront même pas le temps de se remplir la panse. Juste après que Hinata exprime son souhait que Kawaki soit là, eh bien je pense qu'elle va vite le regretter car il va arriver dans les lieux, mais pas pour déguster ce que la maman Yuga Uzumaki a pu produire, et j'ai trouvé que toute cette scène rappelle pas mal, même si ça joue dans un tout autre registre, la thématique de la famille que l'on a pu apprécier ou non selon vos goûts dans le récent film Avatar 2. Avec Spider et sa famille adoptive. Alors pour une fois, comme je le disais, Naruto déjeune à la maison, sans clone en plus, mais Kawaki est là, et clairement pas pour casser joyeusement la croûte en famille. Il est plutôt là pour tailler le bout de gras avec Naruto, mais au final, avec des décisions déjà prises au préalable, concernant Boruto, les Otsutsuki, mais aussi le sort de Naruto, Hinata et de lui-même, Kawaki. D'ailleurs, quid de Himawari dans cette situation-là? Boruto est relativement débrouillard, mais qui va s'occuper de Himawari dans cette situation-là? Suite aux actes de Kawaki, elle n'aura plus de parents à Konoha pour s'occuper d'elle. Est-ce que c'est Boruto qui va la prendre en charge? Ça paraît un petit peu léger. Est-ce que c'est Sakura par exemple? Bref, on verra. La surveillance de Konoha est en tout cas plus qu'insuffisante et Kawaki va prouver ici par sa simple présence qu'une nouvelle ère est en train de s'instaurer, vu que même le Hokage n'a pas pu détecter Kawaki arriver. Il a utilisé ici aussi son Sukuna Ikuna pour passer au travers de toutes ces détections. Kawaki se présente avec un ton autoritaire dès le départ, qui, je vous le dis, donne envie qu'on lui mette des tartes. Hinata s'est pas gênée, je l'en félicite, et elle aurait dû lui en mettre une deuxième. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de très troublant dans l'écriture de ce personnage-là. Lui-même présente des troubles de l'esprit, de la personnalité, je ne sais pas, et j'en fais appel à vous dans la zone commentaire. Si vous êtes professionnel de la psychologie, pourquoi pas de la psychiatrie, à nous éclairer sur le cas de Kawaki, avec tous ces traumas du passé qui se mélangent et qui font de lui un être assez atypique désormais. Alors il arrive à pointer du doigt ce qui ne va pas, et il le fait avec aisance. Mais il s'embourbe encore et toujours dans les mauvaises solutions lorsqu'il s'agit d'en trouver et de les mettre en application. Kawaki veut tuer tous les Otsutsuki, incluant donc Boruto et Momoshiki. On sait que Kawaki s'occuperait bien de Code, même s'il n'est pas pleinement un Otsutsuki, mais bon, tous ces délires au niveau des dieux, etc. Je pense qu'il va y passer tôt ou tard, que ce soit Kawaki ou un autre d'ailleurs. Mais la question se pose aussi pour des personnages comme Toneri et Kaguya, qui a priori est toujours scellé. Kawaki va-t-il vouloir s'en prendre aussi à ce type d'être-là? Ça serait intéressant. En tout cas, le mal est désormais fait. Kawaki va sceller Naruto et Hinata, une scène relativement incroyable, je trouve, assez prenante en tout cas. Je me permets de vous partager ce fan art, dont le lien sera en description, qui montre la même scène mais du point de vue de Naruto, de ses propres yeux, avec on voit son bras tendu qui veut essayer de rattraper Kawaki mais qui est impuissant, qui regarde cette faille interdimensionnelle se refermer sur lui. Ça vient un petit peu compléter ce que le manga lui-même originel nous a proposé, je trouve ça assez cool. Alors la question se pose de où est cette dimension? Comment Naruto et Hinata vont y survivre? Parce que ça dépendra du temps qu'ils vont y rester. Sans hygiène, sans nourriture, etc. Je veux bien qu'ils aient du chakra, mais ça va pas les tenir très longtemps. Je me dis alors que cette fois-ci, si Naruto et Hinata sont condamnés à y rester, peut-être aller savoir jusqu'à l'ellipse, ça pourrait être alors un monde propice à la vie, cette fois-ci. Peut-être ressemblant, voire même le même, que celui du combat face à Ishiki. Ça avait l'air très accueillant et je l'avais souligné, je ne sais pas si vous étiez là sur la vidéo, je trouvais que ça ressemblait pas mal à la Terre, contrairement aux autres dimensions que les Otsutsuki ou Sasuke lui-même avait pu nous montrer. C'était peut-être voulu pour que Naruto se la joue Mike Horn là-bas dans cette dimension et qu'il essaie de survivre avec son épouse dans des conditions relativement extrêmes. Alors cette absence de Naruto ne peut que aussi valoriser la présence de Sasuke. Si l'attaque de Code est proche, ce village il va bien falloir le défendre, au moins essayer. Sasuke est là, alors il est bien sûr tout aussi diminué que Naruto. Amado présume qu'en combat singulier, Code pourrait actuellement se faire Naruto ou Sasuke. Ça reste à démontrer, mais c'est une affirmation d'Amado. Et deux questions se posent alors. Est-ce que nous allons avoir affaire au dernier combat de Sasuke? Est-ce que nous allons avoir affaire à la mort de Sasuke? Naruto ne sera pas là pour le sauver. Personne d'autre au village ne le pourra. Ils seront impuissants ou déjà battus. Va-t-on avoir droit aussi au dernier gros power-up de Sasuke? Un peu comme l'équivalent du Baryon, qui n'aurait bien sûr rien à voir avec les Biju, vu que Sasuke n'est pas un Jinchuriki, mais quelque chose qui dans l'écriture ferait un peu miroir de celle de Naruto, et que Sasuke, décède ou pas dans l'œuvre, en ressorte avec une forme de barou d'honneur. Alors avec ce village qui semble courir à sa perte et se rapprocher de son état de destruction totale comme en épisode et chapitre premier, avec cette absence de Naruto, on peut se demander alors quel est l'avenir du village, mais aussi quel sera le prochain Hokage ou Hokage de remplacement. Shikamaru? On en a déjà discuté sur la chaîne, il me semble qu'il a le bon état d'esprit mais pas la puissance. Sasuke? Contraint, de force, seul rempart, un peu comme Vegeta qui accepterait une fusion en dernier recours. Le retour de Kakashi, ça pourrait être pas mal, le personnage est plutôt équilibré mais vieillissant malgré tout. Konohamaru?
Ça paraît beaucoup trop faible. La place va-t-elle rester vacante? Bon, beaucoup de choix de solutions sont possibles. Ce sera peut-être l'avènement d'un Hokage un petit peu surprise, comme pouvait l'être Tsunade ou encore Danzo. Peut-être que Masashi Kishimoto va choquer le monde entier avec Sakura Hokage. Bon, on verra. Si elle a autant de classe que dans la version manga de Sasuke Retsuden, moi je dis pas non du tout. En tout cas, cette situation Naruto Kawaki me mène forcément à discuter de la situation de l'ellipse. Alors par rapport au dernier visuel révélé de Boruto et Kawaki, je l'ai déjà traité en vidéo, un peu comme la vidéo séparée sur Imawari. Ça vous fera, je l'espère, un beau complément à cette vidéo-là si jamais vous êtes passé à côté du sujet pour ne pas me répéter aujourd'hui là-dessus. Et vous verrez que cette image et l'information qui l'accompagne ont été pas mal déformées par des entités ou des personnes qui se prétendent comme des informateurs Naruto-Boruto. Fort heureusement, on a été en mesure de dénouer le vrai du faux sur la chaîne. En tout cas, il y a forcément quelque chose qu'il faut dégrossir aujourd'hui, c'est la phrase de Kawaki en tout premier chapitre et tout premier épisode. Je l'ai déjà dit sur cette même chaîne YouTube, je le redis aujourd'hui et je continuerai de le dire autant qu'il le faut. Attention aux mauvaises traductions. Je ne peux m'en prendre ni blâmer personne parce qu'il va prendre des traductions amatrices, parce qu'il va chercher des scans gratuits ou les épisodes gratuits parce qu'il va pas prendre un abonnement. Moi, j'ai l'obligation légale de vous conseiller ce qui est légal, Manga Plus, Isneo aussi, et ADN pour l'animé, mais je ne suis rien ni personne pour vous blâmer si vous faites autrement. Cependant, soyez bien conscients que les traductions ne sont pas toujours les bonnes. Les traducteurs amateurs font un taf de fou, sans eux on manquerait de belles découvertes, etc. Mais ils ont aussi un rythme effréné, ils ont leur vie à côté et parfois une erreur peut se glisser, elle est humaine. Et là du coup, dès le premier épisode, il s'en était glissé une. Kawaki, officiellement en japonais dans le manga ou l'animé, n'a jamais dit dans le premier épisode et le premier chapitre avoir tué Naruto. Et il ne dit pas non plus vouloir tuer Boruto. Bon, maintenant on sait qu'il le veut, mais dans le premier chapitre et premier épisode, il le disait pas. C'est que certaines traductions amatrices qui ont mis cela. La vraie phrase prononcée par Kawaki est toute simple. Boruto, je t'enverrai là où j'ai envoyé le 7e Hokage. Et donc au regard de cette nouvelle situation posée par le chapitre 77, on se rend compte que ça peut prendre beaucoup d'autres sens. Kawaki et donc l'auteur Masashi Kishimoto joue très sûrement sur les apparences ici. Déjà parce que si au moment de l'ellipse, Naruto et Hinata sont toujours scellés là-bas, pourquoi voudrait-il y envoyer Boruto alors que ce dernier a les pouvoirs Otsutsuki pour changer de dimension lui aussi? Si Kawaki veut envoyer Boruto là-bas, ça ne serait non pas pour lui faire du mal, mais pour qu'il aille sauver Naruto et Hinata. Pas autre chose. C'est d'ailleurs peut-être là le sens caché de la discussion, allez savoir, mais pourquoi ne pas le dire ouvertement? En tout cas, si c'est le cas, ça voudrait dire que Kawaki veut que Boruto aide Naruto à revenir en traversant les dimensions, ou bien, vu qu'il y a des power-up, on vient d'en parler, que Kawaki post-ellipse a une telle maîtrise sur ses pouvoirs et sur ce lieu que en revenir ne peut être possible que si Kawaki le permet, et que même Boruto avec ses pouvoirs ne pourrait rien y faire. Bon, cela reste à prouver, ça n'a jamais été acté dans l'œuvre. Kawaki peut aussi avoir un intérêt à mentir à Boruto concernant la mort de son père. C'est pour ça qu'il jouerait sur les mots. Il utiliserait un langage qui fait croire qu'il a tué Naruto, et là, il déforme un petit peu sa phrase en lui disant « je vais t'envoyer là où je l'ai envoyé ». Kawaki, dans sa propre tête, sait qu'il l'envoie dans une dimension pour qu'il le sauve ou je ne sais quoi, et Boruto, lui, croit qu'il doit se faire tuer. Ça serait dans le but d'obtenir la confrontation avec Boruto, un peu comme Itachi et Sasuke. Il y avait pas mal de faux semblants et de mensonges qui les ont poussés à se confronter. Sauf que là, ça serait quand même un contexte totalement différent, pour des raisons que Kawaki, et uniquement Kawaki, estime comme bénéfique pour Konoha, Naruto et Boruto. Alors forcément une question a dû s'éveiller dans vos esprits, si Naruto et son épouse sont toujours là-bas, au moment de l'ellipse, pourquoi Boruto n'y est pas allé depuis? Déjà je pense que c'est parce qu'il ne sait pas où aller Boruto. Sasuke avait déjà détaillé le fait dans l'anime, manga, peut-être même dans les films de mémoire, le fait que s'il ne sait pas vraiment quelle zone, dimension cibler, ça devient très compliqué de toutes les fouiller pour trouver la bonne. Elles sont tellement nombreuses que tu peux passer ta vie à les fouiller et tu n'atteins jamais ton objectif. Donc ça peut être très chaud de cet aspect-là. Et par-dessus, j'aimerais aussi appeler à la précaution. Ce n'est pas parce que Naruto et Hinata sont scellés désormais qu'ils vont le rester jusqu'à l'ellipse. C'est vrai qu'on est tenté de le croire et de le penser, ça pourrait très bien coller les morceaux du puzzle, mais peut-être qu'ils vont être sauvés très rapidement, et Naruto se verra être scellé ou tué une autre fois. Cette hypothèse-là, il ne faut clairement pas la sortir de notre esprit. D'ailleurs, si Naruto y est toujours, c'est aussi synonyme que les dispositifs technologiques et Sasuke n'en sont toujours pas capables. Par dispositifs technologiques, je vous rappelle, quelques chapitres en arrière, il y avait des dispositifs un peu anciens, etc., qui ont été retrouvés aux abords de chacun des villages, qui permettraient de se téléporter de dimension en dimension sans le Rinnegan ni pouvoir Otsutsuki. Ça veut dire que soit elles ont été activées et n'ont pas mené à destination, ou alors qu'elles ne fonctionnent pas. Et ça veut dire que Sasuke n'a toujours pas de Rinnegan, ou que son Rinnegan ne lui a pas permis de fouiller la bonne dimension. De nouveau, par rapport à Kawaki, j'ai aussi noté le fait qu'il a dit que les gens comme lui meurent en premier. Il fait référence ici à tout ce qui est ninja et ninja de renom comme Naruto. Je trouve que c'est une référence de Kawaki
faite par Masashi Kishimoto en référence aux Kage. Notamment, on peut se tourner du côté de Konoha avec les Hokage comme Minato, Hiruzen, ou même des ninjas de plus faible hiérarchie comme Jiraiya. Dès qu'il y a un gros problème, ils sont en première ligne, et ils finissent par mourir. Aussi, pour appuyer le fait que Kawaki n'a pas spécialement tué Naruto dans le premier chapitre, Kawaki dira dans ce chapitre 77, et ça sera écrit noir sur blanc, qu'il refuse de toute son âme que Naruto meure. C'est une preuve de plus pour souligner le fait que dans le premier chapitre, Naruto est sûrement plutôt scellé que mort. À sa manière, je trouve dans ce chapitre que Kawaki se rapproche des idéaux de Madara et du Mugen Tsukuyomi, en se servant de pouvoirs astronomiques, voire même qui le dépasse lui-même, pour tenter de façonner son petit monde selon sa propre vision. Il veut avoir la main mise dessus. Il n'a plus envie que le tableau soit entaché et surtout pas par les Otsutsuki, quitte à en mourir. C'est donc ressemblant au but de Madara, mais dans un but bien moins égoïste, vu que Madara, lui, était carrément revenu à la vie pour mettre à bien son plan, alors que Kawaki, lui, est prêt à la perdre définitivement au profit du bon déroulement de son plan et de sa vision. Mes très chers devins, nous avons fait un tour quasi complet du chapitre 77 de Boruto. Il le sera si vous m'avez déjà fait l'honneur, ou peut-être que vous me le ferez plus tard, d'aller consulter les vidéos séparées sur Himawari et le cas particulier de l'ellipse avec le visuel de Boruto et Kawaki plus âgés mais différents que ce que l'on connaît déjà. Merci infiniment d'avoir été là du début à la fin de cette vidéo. De manière exceptionnelle, je vais mettre un mot de passe sur celle-ci. Au final, elle s'apparente un petit peu à une review de chapitre. Normalement, c'est à la fin de mes reviews Dragon Ball Super mensuelles que je mets un mot de passe. On va mettre Kawaki le salami parce qu'il a pas de temps, dès qu'il arrive dans une pièce, tout le monde se fait découper. Merci vraiment pour tout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, on se retrouve très vite, le chapitre 78 ça va chauffer. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour les pouces bleus également, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.